bonjour à toutes et à tous. Nous sommes ici pour parler de la transformation du monde. Et nous avons une transformation majeure qui s'opère actuellement sous nos yeux, la transformation de la mobilité. Alors pour illustrer cette transformation, j'ai envie de vous transporter un petit peu dans le futur. Alors imaginez-vous un instant en 2035. Vous habitez un petit village de Seine-et-Marne et vous devez absolument vous rendre à un rendez-vous professionnel très important à Paris, en ce petit matin d'octobre. Et puis vous avez la contrainte supplémentaire de déposer vos enfants à l'école avant de vous rendre à ce rendez-vous. Un véhicule autonome et partagé que vous avez réservé au préalable sur une plateforme vient vous chercher devant chez vous. Il vous transporte confortablement, vous et vos enfants, jusqu'à l'école. Puis ensuite, sur votre lieu de rendez-vous, tout en prenant en route d'autres usagers. Vous êtes vous installé comme dans votre bureau et vous avez le temps de finir votre présentation. Donc tout ce qui est stress d'arriver en retard, tout ce qui est stress de ne pas trouver une place de parking, tout ce qui est stress d'être pris dans les embouteillages, ou pire, d'avoir un accrochage ou un accident, tout ça, c'est du passé. C'est du passé parce que les technologies ont révolutionné votre mobilité. Et une de ces technologies, c'est les technologies liées aux véhicules autonomes. Parce que le véhicule autonome, c'est quoi? C'est plus de sécurité, plus de temps disponible, plus de simplicité et donc moins de stress. Le véhicule autonome, c'est aussi une mobilité inclusive, c'est-à-dire un meilleur maillage du territoire et plus de facilité pour les personnes âgées et les personnes en situation de handicap. Et puis, le véhicule autonome, c'est de formidables opportunités de business parce que seront liés à ce véhicule autonome de nouveaux services, de nouveaux usages et donc des enjeux économiques importants. Donc vous voyez, la transformation, elle est en marche, on la voit tous les jours. 2035, c'est loin, mais aujourd'hui déjà, ces technologies commencent à être intégrées dans les véhicules. Et puis, c'est la capacité des acteurs de l'écosystème du véhicule autonome qui va permettre de rendre acceptable ce véhicule. C'est cette capacité à le rendre acceptable qui permettra son essor. Et comment le rendre acceptable? C'est en créant la confiance, en assurant la sécurité de fonctionnement et en offrant de nouveaux services. Donc nous avons réuni aujourd'hui justement un panel de ces différents acteurs de l'écosystème du véhicule autonome pour qu'ils partagent leur expérience, qu'ils vous donnent leur vision et qui également parlent des freins et des leviers pour son déploiement. Nous leur proposons d'intervenir sur 2 défis d'acceptabilité. Un premier défi qui est le défi technologique, on parlera de ce premier défi, et un deuxième défi qui est le défi sociétal. Donc je vais les inviter ici à me rejoindre à la tribune, et je vais d'abord commencer par me présenter moi-même. Donc je suis Marc Charlet, je dirige le pôle de compétitivité Moveo, qui est un pôle dédié à la mobilité. Et j'invite à me rejoindre Carla Gohin, Carla qui est directrice de la recherche et de l'ingénierie avancée dans le groupe PSA, ainsi que Patricia Villoslada, qui est la directrice des véhicules autonomes chez Transdev, l'opérateur de transport international Transdev. J'invite aussi Jérôme Wabian, qui est le CEO de Spirops. Spirops, une start-up qui travaille sur l'intelligence artificielle, notamment pour le véhicule autonome. J'appelle aussi Gilbert Gagnère, qui est le CEO d'EasyMile. EasyMile, concepteur, développeur, fabricant de navettes autonomes. Et enfin, Luc Marbach, qui est le directeur général de l'Institut VDCOM, l'Institut de recherche sur le véhicule décarboné, communicant et sa mobilité. Bienvenue à tous les 5. Vous avez tous votre micro. Et puis, un point important, si vous souhaitez interagir, commenter, poser des questions, nous avons créé un hashtag AcceptVA pour véhicule autonome. Et Julien, qui est ici, récoltera vos commentaires et vos questions pour pouvoir les poser au fil de cette table ronde. Donc j'ai envie de commencer par une première question à Carla Gohin. Carla Gohin, chez PSA, vous menez des premières expérimentations avec des panels d'utilisateurs. Vous ne mettez pas que des ingénieurs dans les véhicules. Qu'est-ce qu'ont donné ces premières expérimentations? Quels sont les retours des clients? Ont-ils peur ou au contraire sont-ils séduits par la technologie? Et deuxième question, quelles sont pour vous les différentes étapes d'intégration du véhicule autonome? Alors bonjour, cette question de l'acceptabilité, elle est clairement
au cœur en fait, de nos enjeux. On va parler de technologie, mais au final, on fait tout ça pourquoi ? Pour répondre à des besoins et surtout garantir que ces nouvelles fonctions de conduite autonome vont répondre aussi aux attentes de nos clients. Donc très vite, on s'est dit qu'il fallait qu'on enclenche, qu'on organise ces expérimentations. Alors d'abord avec des experts, bien sûr. Et puis le groupe a été le premier à obtenir des autorisations de roulage pour faire rouler des non-experts. Donc on a des prototypes, une vingtaine, qui nous ont permis concrètement de rouler presque plus de 125 000 km aujourd'hui, déjà dans ces modes autonomes, sur des routes ouvertes en France, partout en Europe. Et donc on a mis derrière ces volants des conducteurs non experts. Alors à la question, quel sentiment ? Très souvent, et là je pense que globalement, en fait, quels que soient les âges, parce qu'on a aussi essayé d'avoir des panels représentatifs, quels que soient les âges, ça, globalement, en fait, on a 3 types de comportements qui se succèdent. Premièrement, quand l'expert qui est à côté de vous propose au conducteur de lâcher le volant et d'enclencher effectivement cette conduite autonome, un doute. Donc, les gens regardent quand même l'expert, regardent la route. Je peux vraiment lâcher le volant là. Donc un doute et puis quelque part aussi une appréhension. Ce qui est assez normal, logique, quand on est sur la N118 avec des voitures devant, derrière, des embouteillages, des ralentissements. Voilà. Donc ça, c'est la première étape, donc un doute. Et puis on les rassure, on leur dit allez-y. Et là, ils enclenchent effectivement le mode de conduite autonome. Ils lâchent le volant, mais ils continuent de regarder la route. Donc on sent bien qu'il y a une deuxième étape. Certes, on cède effectivement on donne cette délégation de conduite, pour autant, on n'est quand même pas très rassuré. Et puis, très rapidement, et quand je dis très rapidement, parfois c'est en à peine 5 minutes, 5 à 10 minutes, eh bien, ils oublient qu'ils ont donné cette délégation de conduite. Ils commencent à discuter avec l'expert qui est à côté, voire même avec les 2 experts qui sont derrière et se retournent complètement par rapport à la route. Et là, quelque part, les premières réactions sont mais ça me libère du temps. Et en particulier dans des phases de conduite avec des embouteillages, beaucoup de ralentissements, la plus-value de ce temps libéré apparaît de manière immédiate et elle est partagée par à peu près l'ensemble des participants à ces panels. Donc, ces 3 étapes, je pense qu'elles reflètent aussi très bien, finalement, l'ensemble des questions qui se posent avec l'arrivée de ce véhicule autonome. Et donc, cette roadmap incrémentale aussi, par étape, qui est nécessaire pour accompagner l'arrivée de ces fonctions, donner bien évidemment de la confiance, et puis surtout aussi nous permettre de concevoir à la fois les interfaces homme-machine qui vont rendre cette relation au véhicule autonome simple, intuitive et surtout sûre. Et donc tous ces tests-là, ils ont cette vocation-là. Nous aider dans la conception finalement de nos environnements véhicules, de nos cockpits. Comment est-ce qu'on va devoir faire évoluer aussi nos cockpits demain lorsque cette délégation de conduite sera effective. Et puis, bien évidemment, aussi répondre aux attentes des clients et leur proposer des services. Vous le disiez, on va libérer du temps. Donc, potentiellement, effectivement, terminer une présentation qu'on n'a pas eu le temps de faire à la maison. Et donc, voilà, donc, toutes ces étapes-là, elles nécessitent effectivement un chemin qui, aujourd'hui, est déjà une réalité. On a des aides à la conduite. L'étape suivante, qui est déjà juste demain, finalement, c'est la conduite automatisée, où là, le conducteur doit rester en supervision de sa conduite, mais il peut effectivement commencer à déléguer une partie et il est surtout assisté. Et puis la dernière étape, qui est le véhicule autonome et qui là arrive juste après-demain, mais qui va libérer ce temps, un temps de qualité et qui va permettre effectivement au conducteur de profiter d'une autre expérience de conduite et d'une autre expérience du déplacement. Merci. Donc la transformation est bien en marche. Donc on a vu ces expérimentations au niveau du véhicule particulier. Je me tourne maintenant vers Patricia. Comment ça se passe au niveau du véhicule de transport public ? Vous expérimentez dans de nombreux lieux des navettes autonomes. Quelles sont les réactions des usagers de ces navettes ? Oui, alors
Effectivement, le véhicule autonome à usage de transport public, on est convaincu, la réaction du public est un peu différente. On a déjà l'habitude en transport public de se faire conduire par un conducteur de bus ou prendre un métro même qui est déjà automatique. Donc nous, ce qu'on observe, on a effectivement fait beaucoup d'expérimentations, notamment avec EasyMile, mais on a aussi des navettes Navia en exploitation commerciale à Civaux. Ce qu'on observe, et on mène des enquêtes clientèle sur chacune de nos opérations, c'est que plus de 95% de ceux qui testent, ils en sortent rassurés. Et ils disent qu'ils pourraient prendre ces moyens de transport pour leur transport de tous les jours. Quand on leur demande de donner une note de 0 à 10, la note moyenne, c'est plutôt à 9. Ce qui est intéressant aussi de nos enquêtes, c'est que ils nous disent, c'est très sympa, vos navettes autonomes, mais on voudrait toujours avoir une présence humaine qui peut être un accompagnateur, comme ce qu'on a aujourd'hui, donc un accompagnateur humain dans la navette, ou quelqu'un à qui on peut appeler en cas de besoin, ou même en cas de besoin d'information. Et c'est pour cela qu'on travaille sur la conception des interfaces, des écrans, de systèmes audio, pour pouvoir appeler à distance nos opérateurs Transdev en cas de besoin. Et puis surtout, qu'on croit qu'il y aura toujours la présence d'accompagnateurs autour des navettes. Donc ça peut être dans les stations pour accueillir les passagers, comme c'est le cas aujourd'hui des transports des métros parisiens, par exemple. Donc on voit l'importance en effet de cette interface entre l'homme et la machine, des facteurs humains. Et du coup, je me tourne vers Luc. VDCom travaille beaucoup sur ces aspects-là. Comment sont appréhendés ces aspects qui sont essentiels pour l'acceptabilité? Oui, les facteurs humains, c'est essentiel. Donc nous, on appelle ça interface homme-machine. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que c'est une interface qui fonctionne dans les deux sens. C'est l'homme vers la machine et c'est la machine vers l'homme. Carla le disait avec beaucoup de justesse, ce qui importe pour que les conducteurs, donc c'est l'interface entre le conducteur et la machine, pour que les conducteurs acceptent les véhicules autonomes, c'est deux choses qui sont très simples, qui sont très faciles à comprendre, parce qu'on les vit tous les jours. C'est d'une part la lisibilité, la simplicité, l'intuitivité, et d'autre part des interfaces qui génèrent de la confiance. Quand on travaille là-dessus, on travaille sur des basiques génériques. Les êtres humains sont à peu près tous les mêmes, donc on a des yeux, des oreilles, des sensations, et il y a quand même un petit peu de diversité entre les réactions des uns et des autres, donc on cherche à définir des interfaces qui marcheront avec la quasi-totalité des gens qui seront à bord. Dans les situations de vie, le premier principe, c'est dans l'IHM, c'est qu'à un moment donné, ce n'est pas le véhicule qui va prendre le contrôle et qui va décider qu'il est autonome, c'est bien le conducteur qui va décider qu'il délègue la conduite au véhicule. Ce moment-là, il ne faut pas qu'il y ait la moindre ambiguïté, c'est un moment où le véhicule va se signaler prêt et le conducteur doit, sans aucune ambiguïté, lui donner une consigne claire et déléguer la conduite. Ensuite, il y a une deuxième phase, le véhicule est en mode autonome. Et là, ce dont on se rend compte, c'est qu'à terme, les expériences concourent à dire que les gens font confiance. Maintenant, ils ne le font pas tous à la même vitesse. Et un certain nombre de personnes ont besoin de se rassurer en sachant, quelque part, auditer ou surveiller ce que le véhicule voit. Alors, au bout de quelques temps, ils vont abandonner ça, mais ils veulent avoir cette possibilité de dire le véhicule a-t-il bien vu la voiture qui est devant, a-t-il bien vu le virage, sait-il où il va, etc. C'est une deuxième fonction importante et qui crée la confiance. La troisième fonction, c'est à un moment donné, le véhicule atteint une zone dans laquelle on ne peut plus il va signaler qu'il n'est plus en état de piloter la conduite du véhicule. Donc bien souvent, ou la majorité des cas, ce sera des moments programmés. On va quitter une autoroute à voie séparée, donc on le sait à l'avance, et il va signaler au conducteur
que le conducteur doit reprendre la main. Et cette partie-là est particulièrement sensible puisqu'il faut que le conducteur reprenne la main calmement, sereinement. Il ne faut pas que ce soit violent, mais en même temps, il faut bien attirer son attention. Donc les travaux portent sur des sons dédiés, sur l'utilisation de la lumière, sur le fait de supprimer toute autre information. Vous pouvez avoir des écrans, des films, de l'audio, toute autre information que celle qui signale que c'est le moment de reprendre la conduite. Donc ça, c'est l'interface entre l'homme, le conducteur, et le véhicule qui a l'autonomie de conduite. Le deuxième interface, qui est beaucoup plus compliqué, c'est aussi une interface homme-machine, mais c'est l'interface avec les autres usagers de la route. Et si on parle un petit moment des piétons, il y a deux sens pour cette interface. Il y a le véhicule autonome avance, le piéton veut traverser, le véhicule autonome a-t-il vu le piéton a-t-il vu le véhicule autonome? On a bien souvent dans la vie réelle des gestes de courtoisie, monsieur le piéton passé, on a des choses informelles, les yeux se sont-ils croisés? Comment un véhicule peut-il avoir le même type d'information? Il y a un sens où on va trouver des solutions, elles dépendront des conducteurs, mais pour faire simple, il y aura un signal sur le véhicule qui dira au piéton qu'il l'a bien vu ou qu'au contraire, il est trop tard pour traverser et qu'il ne faut surtout pas qu'il traverse. Donc c'est un peu comme les clignotants, ils n'ont pas tous la même forme, mais ils sont à peu près tous compréhensibles par tout le monde. La grosse difficulté sur laquelle on fait le plus de travaux, et je pense qu'après il y aura des personnes qui pourront en parler, c'est la détection d'intention du piéton. C'est-à-dire comment savons-nous qu'un piéton qui marche sur le trottoir vers la route et notre voiture qui avance, comment le véhicule va-t-il savoir que le piéton va s'arrêter? Jérôme nous en parlera justement, je crois que ça fait partie des gros sujets, la détection d'intention. J'avais envie de continuer à parler de technologie, donc on a bien vu ces technologies d'interface homme-machine très importantes. Gilbert, je me tourne vers vous, puisque aujourd'hui, dans toutes les navettes EasyMile qui sont en expérimentation, il y a toujours un opérateur à bord. Alors dites-nous pourquoi. Pourquoi faut-il encore un opérateur? Quels sont encore les verrous technologiques pour que cet opérateur, demain, il ne soit plus dans la navette? Alors on travaille effectivement à supprimer à terme l'opérateur. La raison pour laquelle on a un opérateur à bord pour l'instant est exactement la même que celle pour laquelle dans le groupe PSA, mais aussi chez les autres constructeurs qui font des véhicules à conduite hautement assistée sur autoroute, il y a toujours la responsabilité du conducteur derrière le volant. C'est qu'à un moment donné, aujourd'hui, nous ne sommes pas en mesure de garantir à 100% que ce qu'on appelle dans le jargon de la sûreté de fonctionnement un événement redouté ne va pas arriver et ne sera pas correctement géré. Donc, je vais vous prendre un exemple pour que vous compreniez de quoi on parle. Aujourd'hui, lorsque l'événement redouté, qui peut être par exemple un piéton qui se trouve là où il n'est pas censé être, la perception de ce piéton repose sur le conducteur. Donc le conducteur, avec ses yeux, son cerveau, analyse la situation. Il a bien vu qu'il y avait un piéton, il a vu qu'il y avait danger, il a senti qu'il y avait danger. Et c'est à lui de prendre la réaction appropriée, qui est en général de freiner. Et le rôle du constructeur consiste à faire en sorte que dès que la pédale de frein commence à s'enfoncer, effectivement, ça freine, quoi qu'il arrive, qu'il n'y a pas de blocage des roues, etc. Le problème qu'on a, nous, c'est que la perception du danger, de l'événement redouté, repose entièrement sur une chaîne qui est constituée de capteurs, de réseaux qui servent à transmettre l'information entre les capteurs et un cerveau. Et donc le cerveau, en l'occurrence, est basé sur de l'électronique. Et ce qu'on doit garantir, c'est que dans 100% des cas, 100,00, pas 99,99, parce que sinon tous les jours on va tuer quelqu'un, statistiquement, 100,00% des cas, les capteurs auront bien vu qu'il y avait quelque chose, que l'information aura bien été transmise, comment on dit timely en français, enfin, en temps et en heure, vers la CPU, que la CPU à ce moment-là sera bien en état de fonctionner et que le software, l'algorithmique qui est derrière, que ce soit du deep learning ou de la robotique, aura bien identifié la présence d'un obstacle là où il ne devrait pas y en avoir. Cette chaîne-là, garantir que, quelles que soient les circonstances, elle va fonctionner, c'est quelque chose qui est très compliqué. Parce que si je prends l'exemple d'un capteur, si le capteur est une caméra,
elle peut avoir le soleil dans l'œil. Il peut y avoir du brouillard. Donc ce capteur-là, les circonstances atmosphériques ou l'éclairage peuvent faire qu'il n'est pas en état de fonctionner. La caméra peut être techniquement défaillante. La connexion réseau entre la caméra et la CPU peut être saturée parce qu'un hacker est rentré dans mon système et a saturé mon réseau. Ma CPU peut être en mode freeze. Je peux avoir un bug dans mon software. Et en fait, toute la complexité de ce système consiste à faire en sorte que toute la chaîne, de bout en bout, soit sûre à 100%, quelles que soient les circonstances. Forcément redondante en technologie, redondante en composants, redondante en tout, y compris en énergie. Donc on voit bien aussi des enjeux sur le hardware et le software. Encore, les technologies ont besoin d'assurer la sûreté de fonctionnement de nos véhicules. Et il y a encore pas mal de chemin à parcourir. Autre sujet technologique, on a parlé de deep learning, c'est l'intelligence artificielle. Alors, on met beaucoup de choses derrière ce mot et on a un expert ici qui va nous dire comment est appliquée l'intelligence artificielle pour le véhicule autonome. Jérôme. Oui, bonjour. Alors tout d'abord, l'intelligence artificielle, c'est vrai qu'actuellement, il y a des craintes qui sont vis-à-vis de ça. Et on voit que le terme a évolué au cours du temps, enfin en tout cas la notion qu'elle renvoie a évolué au cours du temps. Nous, ça fait à peu près 14 ans qu'on fait exclusivement de la recherche et développement en intelligence artificielle, et on voit que la notion a évolué. Et aujourd'hui, la notion converge vers qu'est-ce que c'est que de l'intelligence artificielle? En fait, pour la plupart des gens, l'intelligence artificielle, c'est un truc qu'on ne comprend pas. C'est un truc qui est un peu magique, qui nécessite énormément de données. Donc ça ne va pas dans le sens de l'acceptabilité. Voilà, c'est un peu compliqué de confier la conduite d'un véhicule à quelqu'un, on ne comprend rien de ce qu'il fait. Surtout que généralement, en ce moment, ce qu'on va valoriser comme intelligence artificielle, c'est de l'intelligence artificielle que l'utilisateur ne va pas comprendre, mais le must, c'est quand le créateur de l'intelligence artificielle n'a toujours pas compris, lui, comment ça marchait. Ça, c'est ce que les gens vont adorer en ce moment. Et c'est vraiment problématique pour ce qui concerne le véhicule autonome. En tout cas, moi, je trouve ça problématique. Ces histoires de problèmes de compréhension, il y a même un truc qui est assez particulier, si jamais vous faites l'expérience, c'est que quand vous essayez de prendre un petit morceau d'intelligence artificielle et que vous essayez de manière pédagogue d'expliquer à quelqu'un comment ça fonctionne, vous entrez dans le détail jusqu'à ce que la personne ait fini par comprendre. Vous allez tout de suite détecter le moment où elle va comprendre, parce qu'elle va d'un seul coup vous interpeller en disant « mais ce n'est pas de l'intelligence artificielle ». C'est simplement parce qu'elle a compris. Donc nous, on a une approche complètement différente. L'idée, c'est de faire de l'intelligence artificielle, au contraire, qui n'apprend pas, mais qui essaie de comprendre la situation et qui surtout est capable d'expliquer à n'importe quel moment quelles sont les raisons des différents choix, etc. Donc on oriente beaucoup les choses sur l'explicabilité, et aussi sur le fait d'essayer de reproduire les comportements humains, de créer une intelligence artificielle humaine qui n'essaie pas de classifier des milliards de photos à la seconde, mais qui essaie simplement de raisonner comme si c'était un être humain, finalement en étant capable d'avoir les qualités humaines, mais paradoxalement en ayant aussi les biais humains. Ça, je pourrais éventuellement expliquer pourquoi. C'est très intéressant de simuler les biais humains. Par exemple, le fait de ressembler beaucoup à un homme, ça permet à un véhicule autonome de se comporter comme un humain. Or là, si on met des véhicules autonomes, dans un premier temps, il y aura encore beaucoup de conducteurs humains. Donc il va falloir que la voiture autonome se fonde dans le milieu humain. Et on sait très bien que dans la plupart des cas, une des situations dangereuses de conduite, c'est quand on n'arrive pas à lire le comportement des véhicules autour de nous. Si on n'arrive pas à comprendre ce que font les autres voitures, on a du mal à anticiper. Donc si le véhicule autonome a un comportement extrêmement étrange, différent de ce qu'aurait fait un être humain, c'est une barrière supplémentaire pour essayer d'accepter la conduite autonome, même pour les autres véhicules que le sien. Donc nous, on a fait beaucoup de recherches là-dessus, d'essayer de reproduire le comportement humain avec les biais qui sont... Et notamment avec PSA. Oui, je pense que ce que je voulais juste rajouter, c'est qu'aujourd'hui, effectivement, l'intelligence artificielle, finalement, c'est un peu un mot fourre-tout. On y met effectivement beaucoup de technologies, beaucoup de méthodologies différentes. Je pense que ce qu'il faut garder en tête, néanmoins, c'est que ces outils, et Jérôme l'a bien décrit, on en a besoin tout simplement pour appréhender l'ensemble des situations de vie, ou en tout cas à un instant donné, comprendre le mieux possible l'environnement
qui nous entourent pour garantir que les algorithmes qu'on a mis dans les véhicules vont faire en sorte qu'on va prendre la meilleure des décisions. Donc on a besoin aussi de ces ruptures un peu technologiques, enfin ruptures, il y a certaines méthodologies qui datent peut-être un peu, mais en tout cas de les appliquer dans ce domaine, parce que justement, elles vont nous donner cette capacité à rentrer dans des environnements de plus en plus complexes. Une ville, la place de l'Étoile, ça reste, quand on y repense quand même, un summum de complexité à gérer. Donc il faut qu'on trouve ces solutions. Et effectivement, les méthodologies dont parle Jérôme font partie de cette boîte à outils dont on aura besoin et qui montrent non seulement nos véhicules, on va dire, particuliers, mais bien évidemment aussi tout autre objet, on va dire, de conduite ou de mobilité autonome. Il y a aussi un truc, moi, que je pense très important dans l'explicabilité, c'est finalement comment on fait pour expliquer son choix au conducteur. Parce qu'on parlait tout à l'heure d'IHM, il y a la partie IHM où on va d'abord, dans un premier temps, contrôler ce que l'IA fait pour voir si on est rassuré, etc. Mais ça, c'est une première étape. Après, quand il y a une collaboration entre le conducteur virtuel et les passagers, il y a des interactions, il y a des explications à donner. Par exemple, pourquoi on va dans cette direction? Je croyais qu'on allait à la maison. Pourquoi là, on est en train de se ranger sur le bas-côté? Il y a un dialogue qui va devoir s'établir entre le véhicule et les passagers, un dialogue qui va être de type humain, c'est-à-dire qu'il faut que la machine elle arrive à expliquer ses choix, puis les expliciter de manière compréhensible et claire pour les utilisateurs. Et donc ça, c'est aussi un grand champ de recherche qu'on développe, c'est la communication, être capable de faire que les véhicules puissent discuter avec leurs passagers et même que les véhicules puissent discuter avec les autres véhicules pour s'organiser, être capable de faire des... Donc de beaux défis en perspective encore à relever dans ce milieu. Julien, est-ce qu'on a des remarques, des questions à partager? Pas encore sur le hashtag? Si. Bon, on poursuit les débats. N'hésitez pas à tweeter sur AcceptVA pour qu'on puisse faire remonter vos questions aux panélistes. Donc, je vous propose de passer à la deuxième partie. Donc, on a traité le défi technologique. Autre défi pour l'acceptabilité du véhicule autonome, c'est le défi sociétal. Derrière défi sociétal, qu'est-ce qu'on met? On met tout ce qui est réglementation, responsabilité, éthique du véhicule autonome. Donc, j'ai envie de poser ma première question à Luc. Luc, on parle beaucoup de réglementation du véhicule autonome. Quelles sont les évolutions réglementaires qui sont prévues et quelles sont-elles pour permettre le déploiement du véhicule autonome? Et quand est-ce qu'on aura ce véhicule? Et surtout, comment il sera homologué? C'est une autre question. Alors, encore une fois, soyons simples, il y a deux codes ou deux types de réglementation qui sont indispensables. C'est l'homologation du véhicule qui roule et puis il y a l'ensemble de règles juridiques ou plus généralement le code de la route qui permettent au véhicule de rouler. Donc les pouvoirs publics, de ce point de vue-là, quels que soient les pays, ont bien compris qu'il était important de faire évoluer le terrain de jeu. Il y a des tels enjeux, des tels bénéfices de la conduite déléguée qu'il n'y a pas de discussion sur le principe de faire évoluer ces règles. Alors comment vont-elles évoluer? Si on commence par le véhicule, il y a un ensemble de règles. Ça s'appelle la Convention de Genève. Clairement, elles sont en train d'évoluer. Elles ont d'ores et déjà défini pour un certain nombre de fonctions des applications en 2018 du type autopilot. On délègue la conduite au véhicule, mais le conducteur est toujours à bord et doit être capable de reprendre le contrôle du véhicule. Ou bien l'autoparking. Le véhicule peut se garer, mais avec un certain nombre de conditions. Derrière, et c'est en 2019, on va avoir les premières autorisations, les premiers processus d'homologation pour les véhicules qui conduiront de façon autonome dans des conditions un peu mieux maîtrisées, qui sont les autoroutes à chaussées séparées, puisque là, on est sur des voies parallèles avec des changements de fil qui sont relativement bien maîtrisés, ou des points de risque, comme on parlait tout à l'heure, qui sont limités essentiellement aux échangeurs. Au-delà, écoutez, les travaux sont en cours, donc en 2020 et après, il va y avoir le reste des cas de figure qui sera défini. Donc il y aura des procédures de test. Le deuxième côté, qui est le code de la route, le code de la route, on a des règles
Ce qui est très important jusqu'à présent, on a toujours fait des expérimentations avec des conducteurs à bord prêts à reprendre la main, c'est logique. Ce qu'il faut savoir, c'est que maintenant, les règles vont être clarifiées et nous pourrons généraliser ça à des conducteurs qui ne seront pas des experts, avec un certain nombre de conditions. L'une des conditions essentielles, c'est de s'assurer que le conducteur soit effectivement en état de reprendre la route et qu'il respecte les règles des différents constructeurs. Mais en amont de la réglementation, une réglementation, c'est un certain nombre de critères. Ce qu'il faut surtout savoir, c'est qu'il va y avoir beaucoup de recherches et pour identifier toutes les situations de vie à risque. Elles seront mutualisées, rendues uniques, et ce sera une base de test qui permettra à l'ensemble des constructeurs et au pouvoir public de définir des critères de validation des véhicules autonomes. C'est quelque part, à quel moment pourra-t-on dire qu'un véhicule est apte à rouler dans un mode de conduite qui aura été défini par le code de la route. Merci Luc pour ces précisions. Maintenant, je me tourne vers les constructeurs de véhicules, donc Gilbert et Carla, sur un sujet dont on parle beaucoup aussi, c'est la chaîne de responsabilité. On voit bien que l'écosystème du véhicule autonome, ce n'est pas que le constructeur de véhicules, c'est aussi l'infrastructure, c'est aussi les équipementiers, c'est aussi les opérateurs de transport. Comment se positionne le constructeur dans cette chaîne de responsabilité, puisqu'on sait que le zéro accident, même avec le véhicule autonome, c'est peut-être pas pour tout de suite, qu'on ne pourra jamais, même si on a une sûreté de fonctionnement à 100%, le véhicule ne sera pas le seul à gérer cette sûreté de fonctionnement, et il peut aussi avoir des accidents avec son environnement. Soyons clairs, l'électronique ne battra jamais les lois de la physique. Quand vous avez un véhicule de 2 tonnes qui se meut à 60 km/h et que quelqu'un se jette sous les roues, même si la chaîne a bien fonctionné, que le piéton a bien été détecté, qu'on a bien freiné, à la fin, on ne sait pas s'arrêter en 20 cm quand on roule à 60 km/h. Donc il y aura des morts. La vraie question, c'est de se... Non, mais voilà. J'ai à intervenir. Il y a un consensus à peu près général qui consiste à dire que dans 90% des accidents, il y a un facteur humain. Et donc, quand on arrivera à régler tous les cas de figure que l'homme intuite et qu'on aura réussi à implémenter, ça restera 10%. On aura divisé par 10. Donc, message, c'est le message, c'est le véhicule autonome va améliorer la sécurité pour tout le monde d'un facteur 10. Donc, on pourrait commencer par ça. Oui, et puis si la navette s'arrêtait instantanément, on tuerait les passagers. Oui, tout à fait. Donc, mais quel que soit l'investissement, par exemple, que font les opérateurs du rail, qui sont considérables en matière de sécurité, lorsque une voiture est stationnée sur les rails, en général, elle est pulvérisée par un train. Voilà. Donc concrètement, on ne peut pas, l'électronique ne peut pas battre les lois de la physique. Donc ceci étant dit, pour revenir à la chaîne de responsabilité, je pense qu'il est hautement probable que dans le futur, tous les véhicules autonomes seront équipés d'une boîte noire, comme c'est déjà le cas aujourd'hui sur les avions. Ça sera le seul moyen, en réalité, d'analyser concrètement ce qui s'est passé, parce qu'en général, ça se passe trop vite. En plus, ce qui se passe au niveau de l'électronique, ce n'est pas quelque chose qui peut être perçu par l'humain, surtout s'il est en train de regarder un film. Donc on aura une boîte noire qui va permettre d'analyser non seulement la situation par rapport à des caméras, etc., mais cette boîte noire va aussi enregistrer et conserver les données brutes de tous les capteurs avant et après l'accident. Donc à partir de là, on aura la matière première pour commencer à analyser la chaîne de responsabilité. Mon point de vue, évidemment, ça n'engage que moi, c'est que le constructeur est responsable de l'intégration de différents équipements, logiciels et hardware, qui sont fournis par des équipementiers. Et le constructeur fournit à un opérateur de transport, puisque nous intervenons dans le domaine du transport public, à un opérateur de transport, un équipement qui est censé fonctionner dans un certain environnement et dans des conditions météo données. Donc, par exemple, si
Si on est dans une zone de brouillard avec une visibilité inférieure à 40 mètres, la recommandation du constructeur, c'est arrêter l'exploitation. Voilà. Donc le premier point, c'est si on constate après l'accident que la visibilité était de 2 mètres, bon, bah, c'est très clair. Ensuite, si le véhicule était bien dans ses conditions nominales d'exploitation, il va falloir analyser à partir des données quel est le composant, logiciel, hardware, etc. Et puis voilà. Peut-être Patricia pour compléter, quand on reste sur les navettes. Oui, pour compléter, je suis d'accord avec Gilbert. Et puis on opère, Transdev opère des navettes EasyMile. Donc c'est le même schéma que les cas des bus standards aujourd'hui. Donc Transdev ou n'importe quel opérateur est responsable de la sécurité du transport de ses passagers. Donc il y a une responsabilité civile et pénale, c'est-à-dire que c'est le directeur d'exploitation qui est pénalement responsable. Donc quand il y a un accident, concrètement, et ça s'est produit, c'est les directeurs qui est réquisitionné par la police jusqu'à ce que la situation se clarifie. Et donc, il peut y avoir effectivement donc, une faute d'opération si on n'a pas respecté les modes nominales, les modes dégradés, et une faute de maintenance ou une défaillance du véhicule. Et auquel cas, les responsabilités vont être analysées et éclaircies. Mais le premier responsable, dans les cas d'opérateur de transport, c'est bien l'opérateur de transport. Qui assure la responsabilité. Carla, pour les constructeurs automobiles. Pour le constructeur automobile, la question effectivement du positionnement du constructeur dans cette chaîne de responsabilité, c'est évident, au final, on vend quand même des véhicules avec des marques. Donc le constructeur a cette responsabilité-là. Néanmoins, on voit, et ça dépend aussi beaucoup des stratégies de développement et de conception qui sont retenues par les différents constructeurs. Puisque aujourd'hui, finalement, comme le disait Gilbert, il y a des capteurs qui perçoivent l'environnement. Donc c'est, on va dire, la strate de perception. Aujourd'hui, PSA n'a pas vocation à devenir un fabricant de capteurs, et donc cette responsabilité-là, elle incombe bien à nos fournisseurs. Pour autant, aujourd'hui, la stratégie qui est de se dire la conception fonctionnelle de cet ensemble, la conception des algorithmes qui vont garantir les niveaux de sécurité de fonctionnement, tout ça, aujourd'hui, effectivement, fait partie du domaine du constructeur. Et donc, nous, PSA, effectivement, on a une approche qui est de se dire, c'est cette conception fonctionnelle et cette conception sûre, elle doit être de notre maîtrise. Et donc, de ce point de vue-là, effectivement, on a aujourd'hui une vision de la responsabilité qui sera partagée, bien sûr, en fonction des acteurs, mais dans laquelle le constructeur, de notre point de vue, aura de toute manière un rôle important à jouer. Le deuxième point important, je pense aussi, c'est que cette responsabilité, elle va aussi au-delà, parce qu'effectivement, quand on parlera de véhicules communicants avec l'infrastructure, il faudra aussi qu'on intègre ces nouveaux acteurs dans cette chaîne de responsabilité. Et je partage ce qu'a dit Gilbert. On est en train, de toute façon, de réfléchir effectivement à des dispositifs d'enregistrement qui, à un moment ou à un autre, doivent être en mesure, on va dire, d'analyser la situation, d'analyser le fait accidentel, pour là aussi mieux nous aider à identifier les responsabilités. Mais là, on est presque dans le après l'accident. Aujourd'hui, notre responsabilité en tant que constructeur, c'est bien de définir les meilleurs algorithmes possibles, l'ensemble des stratégies de sûreté de fonctionnement qui vont garantir les redondances pour faire en sorte que cette sûreté de fonctionnement soit garantie dans tous les véhicules et dans toutes les fonctions que nous proposons à nos clients. Un complément, Luc. Je voulais revenir sur la notion de boîte noire, c'est-à-dire le fait d'enregistrer toutes les entrées, etc. Il y a quelque chose, je vais revenir sur la notion d'explicabilité. Il y a quand même quelque chose qui va être important, c'est que s'il y a un litige et qu'on a besoin d'arriver devant un juge, on va arriver avec notre boîte noire, avec l'enregistrement de tous les capteurs, éventuellement l'autre véhicule qui nous a embouti va arriver avec ses capteurs, etc. Et puis on va arriver devant le juge si on utilise des systèmes d'intelligence artificielle qu'on va appeler boîte noire. Alors cette fois-ci pas parce qu'ils enregistrent les données, mais parce qu'on ne comprend pas ce qui se passe. Ça va envoyer les données et va dire j'ai fait ça, c'est comme ça et c'est pas autrement. Bon, ça ne va pas avoir beaucoup d'impact. Alors qu'au contraire, si on est capable d'avoir un système où une voiture se justifie en expliquant voilà, j'ai fait ci, j'ai fait ça, mais j'ai fait ce choix-là parce qu'autrement, si j'avais fait un autre choix, la situation aurait été pire. Là, on peut avoir une forme de litige qui peut être arbitré par un juge.
c'est exactement ce type de logique qu'effectivement on se doit aussi d'intégrer dans nos développements. Luc. Moi, j'aimerais un peu imager et compléter. Carla fait allusion à la communication intervéhicule ou infrastructure. Je pense que c'est quelque chose qu'on ne connaît pas encore bien dans l'automobile, qu'on connaît dans le ferroviaire, qu'on connaît surtout dans l'aviation. En fait, aujourd'hui, le véhicule, il communique avec la route, avec ses pneus, c'est la loi de la physique, mais il communique globalement, c'est le conducteur qui assure l'ensemble des fonctions. Demain, on va déléguer la tâche de conduite au véhicule. En même temps, il y a un champ énorme, mais vraiment énorme, de fiabilisation du véhicule. Et quand on parle d'un facteur 10 fois moins d'accidents, il y contribue de façon très importante. C'est la communication du véhicule avec son environnement. Mais je pense qu'il faut donner des exemples. Le véhicule va communiquer demain, on va imaginer que les infrastructures sont communicantes. C'est-à-dire que les feux de signalisation, non seulement ils vont avoir leur couleur, leur lampe, mais en plus, ils vont déclarer leur état. Donc en déclarant leur état, on pourra anticiper. Donc là, c'est un bénéfice écologique immédiat. Si on sait que le feu passe au vert dans 10 secondes, on va ralentir tranquillement, on va réaccélérer. Ça, c'est un bénéfice écologique annexe. Mais il y a également les cas de figure du camion qui est garé juste devant le feu. Le feu est rouge, vous ne le voyez pas, et vous brûlez le feu en tant qu'homme. La machine, elle aura l'information que le feu, lui, est rouge. Donc, un facteur d'accident qui sera évité. Un deuxième cas de figure, vous avez quelqu'un qui roule très vite à une intersection. Dans une intersection, il n'y a pas de visibilité. Votre voiture va communiquer à terme, si l'autre voiture est communicante, tant qu'on ne sera pas tous au même niveau, il n'y aura toujours pas pour tout le monde. Mais l'autre cas de figure, la voiture va se dire, tiens, il y a une autre voiture qui roule vite, nos trajectoires vont se croiser, il y a quelque chose, je me mets en sécurité et je freine. C'est ça les facteurs de communication qui vont aider à la fiabilisation, à diviser les accidents. On n'en a pas autour de la table aujourd'hui, mais en effet, les gestionnaires de télécommunications vont avoir un rôle essentiel et les gestionnaires d'infrastructures routières. Et quand on parlait de la boîte noire tout à l'heure, c'est dans une enquête, il va y avoir aussi est-ce que l'infrastructure a fait son boulot ou pas. Le feu m'a dit qu'il était vert, mais finalement il était rouge, donc il va y avoir des choses intéressantes. Donc la notion de boîte noire, elle ne va pas être que pour le véhicule, elle va être aussi un petit peu pour son environnement. Et c'est acceptable, ça, pour le client, d'avoir une boîte noire qui enregistre tous ses faits et gestes dans son véhicule? Là, on peut parler d'éthique. C'est acceptable dans la mesure où un certain nombre d'informations restent privées. Donc, ce n'est pas d'enregistrement en l'absence de cas accidentels. Après, quand il y a l'événement accidentel, bien sûr, tout est ouvert. Le juge a besoin d'avoir accès à tout ce qui se passe en cas d'événement accidentel. Alors, on n'est pas en train d'enregistrer 24 heures sur 24 ce que fait le véhicule. Concrètement, on a une espèce de fenêtre glissante. Donc EasyMile conserve, je crois, quelque chose comme 30 ou 40 secondes glissant de données. Le volume de données est absolument gigantesque. C'est des centaines de mégaoctets pour quelques dizaines de secondes. Et en fait, en cas d'accident, donc ça c'est détecté par soit un arrêt d'urgence, soit un choc, etc. On gèle la fenêtre, on conserve même, si les capteurs sont encore en état de fonctionner, quelques dizaines de secondes, et c'est seulement ça qui sera conservé. Le reste est perdu. Jérôme, je me tourne vers vous pour nous parler des piétons. On l'a évoqué tout à l'heure. Il devra s'intégrer dans son environnement, ce véhicule autonome. Donc on a parlé beaucoup de l'interaction avec les autres véhicules. Comment va se passer cette anticipation des comportements des piétons? Est-ce que vous réfléchissez à ça? Alors oui, donc on réfléchit à ces problématiques, on réfléchit à introduire le facteur humain dans la réflexion du véhicule autonome. Ce qu'on appelle le facteur humain, ça peut être les humeurs, ça peut être les comportements, etc. Donc par exemple, paradoxalement, on va apprendre à notre véhicule autonome à savoir ce que c'est qu'être énervé, à savoir ce que c'est qu'être pressé, à savoir ce que c'est que de faire une queue de poisson, d'être impoli, etc. Alors, l'objectif ne va pas être de pouvoir le configurer pour qu'il puisse savoir ses comportements. Mais c'est important, lorsqu'on veut lire le comportement des autres usagers, de réussir à se mettre à leur place. Et pour se mettre à leur place et anticiper leur déplacement, c'est quand même la clé pour ne pas avoir d'accident, eh bien, ça peut être utile de comprendre dans quel état mental ils sont et de pouvoir essayer d'anticiper comment le comportement est altéré quand on est dans tel ou tel état mental. La même chose peut être appliquée pour les piétons,
où en fait actuellement c'est quand même un enjeu crucial d'essayer de comprendre ce que va faire un piéton, surtout que par rapport à une voiture qui, ayant une certaine inertie, on peut facilement prévoir à peu près où est-ce qu'elle va être dans les millisecondes qui suivent. Elle ne peut pas non plus se mettre à faire de la marche arrière alors qu'elle allait en avant. Alors qu'un piéton, c'est tout à fait différent. Il peut être complètement à l'arrêt sur le trottoir et puis brusquement se mettre à traverser. Donc là, on a besoin d'utiliser plusieurs choses. On a besoin d'essayer de modéliser le piéton, d'essayer de se mettre à sa place, d'essayer de se dire si j'étais lui, est-ce que je traverserais, d'essayer de comprendre des choses sur lui. Est-ce qu'il est accompagné? Est-ce que c'est un enfant? Est-ce qu'il est avec un groupe? Est-ce qu'il a déjà regardé à droite à gauche? Est-ce que ça fait 3 heures qu'il attend? Etc. Pour réussir à intégrer ces notions de modélisation humaine. Alors nous, on a travaillé sur les modélisations de comportement de piétons depuis plusieurs années, pour essayer comme ça de faire que le conducteur virtuel, l'IA de la voiture, se mette à la place des différents passagers pour essayer de comprendre la situation et de l'interpréter. Surtout qu'à l'heure actuelle, il y a quand même un défi important en termes de perception, parce que nous, quand on est conducteur, on comprend tout à fait ce que font les personnages à travers leurs actions. Il y a tout ce qu'on appelle le body language, le fait de bouger les bras, de regarder, de tourner la tête, d'avoir la main sur son téléphone, etc. Ça, pour l'instant, il faut savoir que les technologies de caméra ne sont pas assez fiables, assez fines pour détecter ce genre de comportement. Détecter la direction du regard, etc., ça reste relativement compliqué. C'est pas infaisable, mais c'est pas encore prêt. Donc ce genre de choses reste à développer, et moi je considère que c'est un enjeu crucial. Julien, je me retourne de nouveau vers Julien, savoir s'il y a des questions. En fait, il y a une question un peu qui revient d'ordre général sur la question plutôt du contrôle du véhicule. Donc, il y a un versant un peu technologique sur le piratage des véhicules par rapport au hacking des ordinateurs, par exemple. Et le même volet un peu sur le côté, le fait que le constructeur puisse prendre la main sur le véhicule d'une certaine façon, comme c'est le cas chez Tesla, par exemple. On sait qu'ils ont accès aux informations directement de la nuit. Donc, comment c'est appréhendé à la fois la part des constructeurs ou le côté peut-être réglementaire, finalement? Alors, bien évidemment, la protection à la fois des données et des échanges fait partie aujourd'hui, bien sûr, d'un des enjeux technologiques associés à ce véhicule autonome. La cybercriminalité, tous les pare-feux, tous les cryptages nécessaires à garantir la protection du véhicule, des conducteurs, des passagers, et bien évidemment de la communication qui va se faire demain avec l'environnement extérieur, ça fait partie des briques technologiques requises dans le contexte de l'arrivée de ce véhicule autonome. Pour nous, par exemple, ça nous a amené à revoir complètement notre architecture électronique. Donc, en y mettant effectivement les meilleurs niveaux de cryptage, les meilleurs niveaux de sécurisation. Donc oui, bien sûr, cette donnée-là est partie intégrante au-delà des enjeux de perception, des enjeux de décision. La protection des données et de ces informations est d'ordre 1 par rapport à ce défi qui se présente à nous. Sur le deuxième volet, on va dire, de l'accès, ou on va dire le véhicule complètement ouvert, accessible et autres, je ne sais pas dans le détail ce que Tesla fait avec l'accès à ces données, mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que pour nous, aujourd'hui, effectivement, le véhicule demain devra pouvoir être mis à jour parce que tout simplement, il embarque de plus en plus de logiciels et que au travers des roulages, au travers finalement de l'ensemble des flottes qui circuleront sur les routes, on sera en mesure aussi d'apporter des améliorations. Et donc, finalement, updater des logiciels, updater des softs qui seront embarqués deviendra aussi une nécessité, tout simplement parce qu'on voudra avoir à tout moment le meilleur niveau du logiciel sur le véhicule. Donc aujourd'hui, cette mise à jour over the air, comme on le dit souvent, là aussi, ça fait partie des briques qui vont accompagner l'arrivée progressive de ces fonctions d'autonomisation sur les véhicules. Mais là aussi, ça va se faire aussi de manière progressive et toujours, j'insiste, toujours avec le niveau de sécurité maximum, à la fois pour bien sûr le véhicule, mais aussi les occupants qui sont dans ce véhicule. Donc ça, c'est un des prérequis, en tout cas pour notre groupe, pour PSA, ça reste un des enjeux, c'est le premier des enjeux.
notamment sur la cybersécurité. Moi, j'avais juste une toute petite truc à ajouter. C'est souvent les gens en termes de sécurité pensent pas forcément au fait d'updater le firmware, mais ils pensent à quelqu'un qui, avec un radar, pourrait perturber le fonctionnement du véhicule et le véhicule foncerait dans un mur parce qu'il aurait été piloté différemment de ce qui avait été prévu. Il faut savoir que pour une raison pratique, déjà les véhicules qu'on va développer ne vont pas forcément se baser sur le fait d'avoir une connectivité, simplement parce que la connectivité, elle n'est pas tout le temps là. Donc on va arriver dans un tunnel et puis de connectivité, il ne faut pas que la voiture aille tout droit. Donc a priori, les fonctions de base de sécurité de comment le véhicule conduit, on pourra beau lui envoyer n'importe quelle information de l'extérieur, elle aura son système autonome et qui fera qu'elle sera au moins sécurisée. Elle ne va pas se mettre à rentrer dans les autres véhicules. Et ça, c'est un point qui pourrait éventuellement rassurer une partie des gens. Et ça, on revient bien à toute la logique de conception fonctionnelle et à l'algorithmie finalement qu'on développe et qu'on met dans ces intelligences qui sont embarquées dans les véhicules. On ne peut pas être tributaire uniquement de la connectivité. Sinon, effectivement, on aurait quelques soucis. La connectivité, on peut compter dessus à peu près en zone urbaine, mais dès qu'on est en zone rurale, on sait tous qu'on est parfois dans les zones blanches et il n'y a plus de connectivité du tout, quoi. Donc, côté EasyMile, en fait, on a une approche très, très similaire à celle de PSA. Les mêmes causes produisent les mêmes effets. Concrètement, en termes de cybersécurité, le premier aspect, c'est la protection physique du véhicule lui-même. Si vous avez un port USB bien ouvert sur votre CPU, n'importe quel passager du véhicule peut arriver et installer n'importe quoi sur votre ordinateur. Donc on a cherché déjà la protection physique, à mettre en place aussi un operating system qui n'est pas un operating system du marché, mais qui est quelque chose qu'on a fait un peu sur mesure. Donc on a fermé énormément de portes simplement en n'utilisant pas ce que tout le monde le standard du marché. Donc on a complexifié la tâche potentielle de hacker. Ensuite, on a des firewalls au niveau des modems, on a sécurisé les transmissions de données vers le cloud et au niveau du cloud, on utilise les best practices et d'ailleurs on est hébergé chez Amazon et je ne pense pas qu'ils soient les plus mauvais en matière de cybersécurité. Sur les upgrades over VR, pour le moment, on s'y refuse. On s'y refuse pour deux raisons. La première, elle est très basique, c'est qu'avec une cinquantaine de véhicules en circulation dans le monde, on peut encore se permettre aujourd'hui d'aller faire des upgrades manuels. Ensuite, effectivement, c'est une faille de sécurité majeure dans un système, permettre ce genre d'upgrade à distance, et on le considère avec beaucoup d'attention. Et oui, on le fera un jour, mais pour le moment, on n'en est pas encore là. D'autres questions, Julien? Justement, je rebondis, parce qu'il y avait eu cette question sur, Marc a dit au début, a parlé de se projeter en 2035. Il y a beaucoup de visions différentes sur la disponibilité le déploiement du véhicule autonome. Notamment, là, on a abordé deux parties. La partie plutôt acceptabilité technique, avec les défis que ça engendre, et le côté sociétal et réglementaire. Et un peu de votre point de vue, lequel va être le point bloquant ou un peu freinant par rapport au déploiement des véhicules de grande autonomie? L'aspect sociétal et réglementaire, c'est quelque chose qui est très local. C'est-à-dire que ça ne va pas forcément avancer à la même vitesse partout sur la planète. Je pense que ce qui est acceptable au Japon n'est pas forcément acceptable en France. Et ce qui va se passer en Inde n'a sûrement pas grand-chose à voir avec l'Allemagne. Que ça soit réglementaire ou acceptabilité par les populations. D'ailleurs, les enjeux sociétaux ne sont pas les mêmes. Le problème de la mobilité en zone rurale au Japon est un problème majeur. Je pense que c'est aussi le cas en Allemagne. Et en fait, les réglementations nationales peuvent avancer parce qu'au niveau national, ces gens-là ont des problèmes concrets à régler. Moi, je crois qu'il faut imaginer deux scénarios. Le premier, c'est un scénario dont Google parle depuis longtemps, mais il se décale d'un an par an. Dans un horizon lointain, c'est la voiture parfaite qui n'a plus de volant, plus de pédales, et qui arrive et qui est capable de faire tout le temps, dans toutes les conditions, partout. Donc elle est totalement autonome, elle n'a plus besoin d'autre. Mais cette voiture-là, du coup, elle se doit d'être parfaite dans tellement de conditions, ça va prendre du temps.
même avec l'apport des meilleurs deep learning, intelligence artificielle, les meilleurs capteurs, les meilleurs systèmes, ça va prendre longtemps. Il y a un autre scénario qui est un scénario de montée progressive, c'est dire on va faire des véhicules qui, dans un certain nombre de situations, je parlais tout à l'heure des voies à chaussées séparées, c'est quand même plus simple, progressivement il va apprendre. Peut-être que le rond-point de l'Étoile, il va passer un certain temps avant de le passer, ou bien pour ceux qui voyagent dans des pays, les piétons ne laissent pas forcément passer les voitures, donc à quel moment une voiture autonome va être capable de faire ce que nous faisons tous, c'est d'avancer gentiment pour que les piétons se poussent. C'est des sujets qui vont être longs et compliqués. Donc on est plutôt, le consensus global, c'est plutôt qu'on va avancer petit à petit de plus en plus souvent, dans de plus en plus d'endroits. Les conditions seront réunies parce que l'ensemble du système, ce qui est dans le véhicule, ce qui est autour, permettra d'avancer. Après, il y a une voie complémentaire, mais je pense que là, où Gilbert ou Patricia peut en parler, c'est que sur un certain nombre de conditions, le véhicule autonome, on va avoir du mal à lui donner la prise de décision. J'ai un exemple simplissime. Vous êtes en ville, vous êtes sur une route normale, enfin une rue normale. Il y a une bande blanche et il y a un camion de déménagement qui a décidé ce jour-là de déménager. Si le véhicule autonome il arrive à 8 h le matin, je pense que celui qui est dans le véhicule autonome, il ne va pas attendre 18 h le soir que le camion soit parti pour qu'il n'ait pas besoin de franchir la ligne blanche. Donc vous le faites, moi je le fais en tout cas. Le véhicule autonome, on ne lui donnera pas l'autorisation de franchir la ligne blanche. Donc il peut y avoir des solutions, et c'est là peut-être que Patricia pourrait rebondir, il va y avoir des solutions à base de supervision, c'est-à-dire de dire dans un certain nombre de cas de figure, il y aura une délégation, il y aura toujours le recours à un homme pour une décision précise. Oui, en effet. Cette approche pas à pas, c'est-à-dire, pour revenir sur ce que vous dites tous, c'est le véhicule autonome, full autonome, c'est-à-dire sans volant, sans pédale, qui peut aller partout. En effet, on décale. On avait parlé de 2020, on commence à parler de 2025. Bref, on ne sait pas trop quand. Ce qui est intéressant pour les transports publics, c'est on s'est adressé à une bonne partie de nos use cases, de nos services, avec des technologies dont on est quasiment prêt aujourd'hui. Pourquoi ? Parce que le transport public, on peut décider où on va opérer le véhicule. C'est-à-dire, on opère dans telle rue, elle est très compliquée, notre navette autonome ne va pas aller là, va aller seulement dans ce trajet-là. 2, c'est toujours le même circuit. On ne sort pas de là. Donc, ça nous permet d'apprendre et donc de faire de la mise au point du logiciel de ces véhicules-là pour l'adapter à ces conditions locales. Et puis, 3, c'est ce que tu signalais, Luc. À Transdev, c'est une idée qu'on pousse depuis plus d'1 an, c'est que la technologie aujourd'hui ne permet pas d'adresser tous les cas. Par exemple, effectivement, quand il y a un obstacle devant la voiture. Donc, on croit à l'humain toujours dans la boucle. En tout cas, à court et moyen terme, et on verra ce qui se passe à long terme. Donc, à court et moyen terme, on y travaille beaucoup là-dessus, c'est la présence d'un opérateur qui peut être, on en parlera sûrement après, qui peut être les conducteurs d'aujourd'hui qui deviennent des opérateurs à distance demain. Mais ces opérateurs, ils sont là pour aider le véhicule à prendre des décisions à distance. Parce que à distance, dans ce centre de contrôle, on peut avoir l'image de l'environnement du véhicule et dire au véhicule, OK, je te dis, parce que je comprends la situation, que tu peux contourner l'obstacle. Ça ne veut pas dire que le véhicule ne reste pas autonome, c'est-à-dire qu'il a la capacité, il a toujours la capacité de voir, d'analyser, de freiner. On n'y croit pas à la conduite à distance type un drone ou avec un joystick. Justement, je rebondis là-dessus, Patricia, et je continue à vous laisser la parole, à moins que Jérôme... Non, juste un petit truc. Tu donnais l'exemple de on doit dépasser un véhicule arrêté en
en franchissant la ligne blanche. Il faut savoir que le code de la route, il a été créé par des hommes et en fait, il n'est pas du tout infaillible. Et il y a plein de cas où en fait, si on le confie à une machine, elle trouverait que c'est pas logique et elle comprendrait pas comment s'en sortir. Il y a plein d'exemples qui sont pas non autorisés et où le véhicule autonome ne saurait pas quoi faire. Donc, de toute manière, il y aura un travail à faire de remise à plat du code de la route pour le rendre logique, pour le rendre sûr et on puisse déterminer à coup sûr qu'est-ce qui est autorisé, qu'est-ce qui ne l'est pas dans tous les cas. Oui, donc le dernier sujet que je voulais aborder avec vous, c'est l'impact économique du véhicule autonome. J'ai parlé dans mon introduction de business model associés. Donc, quels sont ces business et quels sont les impacts sociétaux en termes d'emploi? Donc, on dit oui, ça va être de la technologie, ça va créer de l'emploi, mais on pense aussi aux emplois qui vont être disruptés par ce véhicule autonome, notamment chez Transdev, les chauffeurs de bus. Alors, et on n'est pas les seuls à le dire, de plus en plus des cabinets d'études vont dans le même sens, c'est-à-dire que le véhicule autonome va être accompagné d'un changement du modèle propriété du véhicule d'aujourd'hui vers un modèle de service. Et on peut très intuitivement l'intuiter, c'est à partir du moment où le véhicule est autonome et qui vous sent emmener le matin à votre bureau, à quoi sert de le garder dans le parking s'il peut aller servir à un autre client juste après. Et donc mutualiser les coûts. Donc vous pouvez avoir le même service à un coût plus bas. Alors on pense aussi que ça va être accompagné de l'électrique, c'est-à-dire le trio autonome, électrique et partagé vont fonctionner ensemble. Tout simple pour plusieurs raisons, mais la principale, c'est que le surcoût de l'électrique concerne un véhicule partagé, ça a plus de sens qu'un véhicule privé. Donc ça nous paraît deux gros changements. Donc je répète, le passage du modèle privé au modèle partagé, et puis le décollage du véhicule électrique. Alors ça implique quoi? Ça implique des énormes, tu en parlais au départ, des énormes opportunités de business, typiquement pour un opérateur de transport public. Le transport public aujourd'hui, c'est 15% du marché de la mobilité. Le 50%, plus de 50% d'ailleurs, oui, dans les 75%, c'est le marché du véhicule particulier. Donc, ce qu'on pense, c'est qu'il y aura une bascule importante du marché du véhicule particulier vers la mobilité partagée et donc le transport public. Donc, ça va amener quoi? Pour que ça fonctionne, nous, on croit à l'intégration du véhicule autonome dans les réseaux de transport de la ville. Et parce que le véhicule autonome va pouvoir compléter, donc au départ compléter les réseaux de transport. C'est notamment ce que nous, on est en train de tester avec EasyMile tous les lieux de la planète, en France, aux États-Unis, en Australie. Donc c'est des opérations de transport public en liaison, mais en complément du réseau public actuel. C'est ce qu'on va tester à Rouen et à Saclay. Donc concrètement, à Saclay, c'est une extension d'horaire. On va mettre en fonctionnement des véhicules autonomes quand les bus est arrêtés. Donc pour pouvoir transporter les étudiants entre la gare des Massy et le c'est du complémentaire. C'est du complémentaire en termes d'horaire. Et puis à Rouen, ce qu'on va expérimenter, c'est du complémentaire en termes de géographique, c'est-à-dire qu'on va déployer des véhicules autonomes au niveau d'un quartier, là où aujourd'hui les lignes de bus n'y arrivent pas. Donc ça, c'est la première étape. 12e étape, ce sera les remplacements des lignes de bus où aujourd'hui, vous voyez bien qu'il y a des lignes de bus, des grands bus où ils sont quasiment vides. Que faites-vous des chauffeurs, justement? Donc qu'est-ce qu'on fait des chauffeurs? Premier, on a parlé au départ,
Véhicule autonome, ça ne veut pas dire véhicule sans présence humaine. C'est très L'homme important. reste dans la boucle, c'est ça. C'est très important. C'est ce qui ressort de nos enquêtes. Le service client, la satisfaction du client passe par de l'humain. Donc, il y aura toujours, il suffit de regarder les lignes des métros automatiques. Donc, il y aura toujours des opérateurs dans nos lignes de transport. On commence déjà à former nos conducteurs. Et on le Vous les formez déjà aux véhicules autonomes? On les forme avec Easymile. Nos propres conducteurs qui ont son permis D, on les forme à être opérateurs avec Easymile. Et c'est eux qui déploient les navettes Easymile un peu partout. Voilà. Ils font de l'accueil en fait au lieu de tenir un volant et au lieu d'avoir leur attention focusée sur la route, ils ont du temps, du temps de cerveau libre pour s'occuper des passagers. Alors, moi, Et ils sont capables. La vision de... Et ils sont capables d'arrêter le véhicule en cas d'urgence. Alors, effectivement, moi, je voulais juste rajouter quelque chose, parce que dans le monde du véhicule particulier, alors, le groupe partage aussi le fait qu'il y a une bascule aujourd'hui de la possession à l'usage. Et d'ailleurs, on accompagne complètement cette vision-là, puisque notre groupe, je pense, est l'un des premiers à avoir créé une marque dédiée à la mobilité et aux services partagés. Donc, on a nos 3 marques historiques, mais on a aussi Free2Move, qui est une marque dédiée à des solutions de mobilité partagées avec des partenariats donnés. Donc, quelque part, c'est un facteur clé, c'est un facteur d'évolution majeur. Néanmoins, il ne faut pas oublier aussi qu'un véhicule particulier, c'est aussi aujourd'hui un objet de liberté de mouvement. Bien sûr. Et ça restera encore dans bon nombre de pays dans le monde, cet objet qui permet une liberté de mouvement. Et donc, je pense qu'on a parlé des défis sociétaux, mais celui-là, il ne faut pas l'oublier. Le véhicule aujourd'hui porte encore aussi cette ambition. Et le véhicule autonome, c'est à la fois, bien sûr, optimiser cette liberté de mouvement, mais c'est aussi rendre du temps, et du temps de qualité, dans des expériences de conduite qui vont évoluer, mais qu'on comprend très bien aujourd'hui. Passer 2 heures dans un embouteillage, si on peut utiliser ce temps à faire autre chose pour soi, eh bien, c'est une valeur aujourd'hui aussi qui accompagne le déploiement de ces solutions de véhicules autonomes, et le groupe aujourd'hui y croit fortement. Toujours autant de liberté avec du gain de temps. Voilà. Des questions dans la salle. Allez, si vous n'avez pas tweeté, des questions très rapides. Vous vous présentez. Laurent Sanchez de l'ICI Automotive. Je suis tout à fait acquis aux véhicules autonomes. Je pense que toutes vos intelligences réunies, y compris artificielles, parviendront à nous faire des voitures qui se comprendront parfaitement et qui seront tout à fait sûres. Mais pendant une petite trentaine d'années, il va falloir cohabiter avec des voitures qui ne vont pas se comprendre, des habitudes et des usages de conduite très différents. On a parlé de pays où le piéton était roi. Il y en a en Chine, par exemple, où c'est tout l'inverse. Donc comment on va faire face à toute cette diversité de situations, à la fois de comportement et du véhicule lui-même? Comment vous envisagez cette transition? Alors, moi, pour ma part, je pense qu'une partie de la réponse est dans, finalement, le déploiement progressif de ces fonctions. Donc, petit à petit, effectivement, on voit bien que cette délégation de conduite, elle ne va pas se faire du jour au lendemain dans un environnement qui, de toute manière, ne changera pas du jour au lendemain. Donc ça, c'est le premier point. Et donc, c'est pour ça que cette étape, cette feuille de route incrémentale, pour nous, elle est importante. Le deuxième volet important, c'est que, et Luc l'a un petit peu dit, le déploiement de ces fonctions, on va dire l'utilisation possible de ces fonctions, elle reste à un moment ou à un autre, la décision de basculer sur ces modes de conduite, c'est le conducteur qui va la prendre. Donc, il y aura un certain nombre de prérequis, c'est-à-dire d'environnement. On parlait des voies à chaussées séparées. Donc, un environnement qui rendra possible l'accès à ces fonctions. Mais la décision, au final, aussi, elle restera au conducteur. Et donc, ces leviers-là vont petit à petit, effectivement, dans un environnement potentiellement où le conducteur se sentira peut-être pas très à l'aise, il aura ce choix. Cette liberté-là, il la conserve. Et donc, l'arrivée progressive, effectivement, d'un environnement qui va bouger, qui ne va pas bouger de la même manière, on l'a dit aussi,
où que l'on soit dans le monde, en Moyen-Orient ou en Afrique, on n'aura probablement effectivement pas la même vitesse de déploiement de ce type de fonction-là. Donc il va falloir aussi qu'on ait une intelligence dans l'applicabilité de ces fonctions et puis surtout leur déploiement progressif pour les rendre le plus compatible possible finalement de l'évolution de cet écosystème. Allez, une autre question dans la salle. Pour la détection des éléments extérieurs pour la voiture autonome, on se fie à des capteurs qui sont déjà nombreux, mais tous ces capteurs doivent donner une information instantanée. Alors lesquels? Les caméras, c'est très lent, Mobileye. Infrarouge, c'est pas toujours. Les satellites, quels sont les capteurs qui vont être les plus efficients? Gilbert, peut-être sur ces sujets, puisque... En fait, le capteur sur lequel les constructeurs qui sont impliqués dans la navigation autonome ont le plus d'espoir aujourd'hui, c'est le LiDAR. Le LiDAR sous sa forme électronique qui est attendue dans les années qui viennent, donc ça s'appelle un Solid State LiDAR. Pour l'instant, aucune technologie de capteur n'est parfaite. C'est-à-dire que dans des conditions particulières, chaque technologie de capteur est mise à l'épreuve. Les lidars voient très mal le noir, par exemple. Les caméras, lorsqu'elles ont le soleil dans l'œil ou lorsqu'il y a du brouillard, voient très mal. Les radars ne sont pas exempts de défauts. Ils sont très bruités, beaucoup de faux positifs. Donc en fait, chaque technologie de capteur prise individuellement a des problèmes. Et donc d'où le besoin de redondance. Mais je ne sais pas d'où vient la notion de c'est lent, c'est pas lent. Ce qui est intéressant à faire et ce qui est porteur, c'est la fusion de l'ensemble des signaux des capteurs. C'est-à-dire comment différents capteurs qui ne voient pas les mêmes choses, finalement, on définit des objets. Un objet, une voiture, une infrastructure, un obstacle sur la chaussée, un piéton, un vélo. Et c'est ça l'essentiel des travaux. Après, le deuxième step, c'est ces capteurs ont des champs. Ils sont récents, donc ils progressent. Le LiDAR va devenir solid state, etc. Ils progressent tous. Aujourd'hui, sur des objets qui sont des navettes qui ont un prix certain, on peut en mettre déjà beaucoup, et c'est cher, n'est-ce pas? Mais sur la voiture de Monsieur Tout-le-Monde, on ne pourra pas mettre tout ça. Donc les axes de recherche, et là c'est un verrou technologique, ce n'est pas la technologie, c'est le prix de cette technologie. Allez, j'ai une dernière question. Juste une dernière chose par rapport au capteur. Normalement, le rôle du véhicule autonome, c'est justement, contrairement à un conducteur humain, c'est d'anticiper la situation et ne pas mettre le véhicule dans une situation où là, la milliseconde serait cruciale. Elle est censée anticiper, elle est censée garder une distance de sécurité, etc. Et du coup, dans ce cadre-là, les quelques millisecondes de délai des capteurs ne sont pas cruciaux. Et donc le dernier mot, en fait, le mot-clé aujourd'hui, c'est la redondance. C'est qu'effectivement, on n'a pas de capteur parfait. Donc, il faut qu'on joue sur l'ensemble des technologies. Elles vont s'améliorer, mais c'est bien dans l'architecture et la redondance qu'on y met qu'on garantit finalement la meilleure information au bon moment. Bonjour, on parle des technologies du véhicule, on n'a pas véritablement parlé des infrastructures urbaines. Moi, je travaille pour une entreprise de conception des aménagements urbains. Est-ce que vous avez réfléchi en interne avec des partenaires aux aménagements urbains de demain qui s'adapteront aux véhicules autonomes et qui garantiront et contribueront à la sécurisation et donc à toute la chaîne jusqu'à l'assurance? Effectivement, je pense que les mobilités de demain, elles doivent s'appuyer également sur les infrastructures. Donc les infrastructures, elles seront d'une part communicantes. Le feu que je citais comme exemple est une excellente solution. Et demain, pourquoi pas se passer de feu quand il n'y aura plus que des véhicules autonomes? Chacun saura qu'il arrive au carrefour et on pourra gérer le carrefour comme un carrefour virtuel. La pire solution pour les aménagements, pour les véhicules autonomes, aujourd'hui, c'est le rond-point. Mais ce serait bien qu'on arrête d'en faire. C'est le mot qui conclut cette table ronde. Désolé, on a peu de temps pour poursuivre. Encore merci à nos 5 panélistes. Ils sont à votre disposition si vous avez encore d'autres questions. Merci à tous.
Thank you.